La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2024 et il s'appelle la Fed du slip. Alors oui, je sais, le titre est lamentable, mais on est vendredi et il faut bien se détendre un peu. Et en plus, il y a un lien entre la Fed et un slip, même si je reconnais qu'il est un petit peu capillotracté. Pour le reste, les marchés actions montent à tel point que des records ont été explosés aux États-Unis. L'Europe en profite d'ailleurs pour se refaire la cerise. On va voir ensemble à quoi ressemble la préouverture de cette dernière séance de la semaine, du mois et même du trimestre boursier, puisque nous sommes en effet le jour de compensation. J'ai donc appris ce matin en musardant sur le vaste web mondial que le 20 septembre est la date de la première apparition du slip comme sous-vêtement. Apparemment c'était en 1913 et c'est aussi la journée européenne de la prostate et ça a lieu chaque année. Bien qu'un esprit mal tourné puisse y déceler un lien de causalité, il s'agit là d'une simple coïncidence. En revanche, il y a bien un lien entre l'abaissement de 50 points de base des taux directeurs américains par la Fed mercredi soir et le net rebond de Wall Street hier. D'ailleurs, le podium se compose du Nasdaq 100 qui a gagné 2,5%, du Russell 2000 qui a gagné 2,1% et du S&P 500 qui est à plus 1,7%. Plutôt pas assez funky, le Dow Jones se contente de la médaille en chocolat à plus 1,26%. Globalement, les investisseurs ont acheté un petit peu de tout, sauf des utilités et des dossiers trop ennuyeux comme la consommation de base par exemple. Les plus fripons et les plus friponnes d'entre vous auront noté que plein de bureaux d'études criaient haut et fort que les utilités et la consommation de base, c'est cool quand les taux baissent. Alors en réalité, c'est bien avant que les taux baissent, pendant les promesses de baisse de taux, parce que maintenant que ça a démarré, les investisseurs, ils reviennent à fond la caisse sur leurs valeurs fétiches, évidemment les Nvidia et compagnie. C'est bien sûr un petit peu plus excitant que d'investir dans les biscuits de Mondelez ou le dentifrice de Colgate-Palmolive, mais on va quand même noter que les valeurs moyennes ont gardé la cote puisque le Russell 2000 s'est sournoisement intercalé entre le Nasdaq et le S&P 500. Le marché met donc toujours une petite pièce sur la réduction de la décote des entreprises maudites, et ça c'est plutôt logique si le coût de l'argent diminue. Côté Europe, la séance a été également fructueuse. Le CAC 40 a repris 2,3%, c'est la troisième séance consécutive de hausse pour l'indice parisien. Ça confirme qu'avec son gros contingent de valeurs cycliques, il est l'indice qui offre le plus d'effets de levier en Europe. En France toujours, la grande majorité des actions a progressé, avec des exceptions logiques comme Orange et Engie qui redeviennent ennuyeuses dès que les investisseurs recommencent à frétiller d'excitation. On a aussi quelques variations moins faciles à expliquer, comme Renault qui a baissé et qui a sans doute payé sa surperformance de 41% contre Stellantis en 2024. Et oui, quand les traders en herbe ont dû choisir FISA, un constructeur d'automobile, pour jouer le rebond généralisé, ils ont donc préféré Stellantis à Renault compte tenu de sa contre-performance en 2024. Plus globalement, l'engouement des marchés actions est assez logique. La Fed a l'air partie pour se montrer assez agressive dans sa gestion de la baisse des taux, à tel point d'ailleurs qu'en dépit d'une nouvelle série d'indicateurs macroéconomiques meilleurs que prévu hier aux États-Unis, de grandes institutions n'hésitent pas à envisager une nouvelle baisse de taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la Banque centrale. Et oui, il est comme ça le marché, vous lui tendez votre petite mimine de banquier central et il essaye de vous gober le bras en entier. Il reste quand même quelques grincheux, rassurez-vous, pour alerter sur un retour de manivelle, mais ils ne sont quand même pas très écoutés. Face au mouvement des actions, l'obligataire fait une fois de plus figure de havre de paix. Les rendements n'ont pas beaucoup bougé depuis l'annonce de la Fed et ça signifie que le compartiment du revenu fixe avait assez bien anticipé ce qui allait se passer. Quant au dollar, il s'est un petit peu agité hier en séance, mais il est toujours revenu proche de ses niveaux récents face aux principales autres devises. Il n'y a donc pas grand chose à signaler de ce côté-là. J'ajoute quand même que l'or a touché un nouveau record et que le baril de pétrole est remonté en flèche parce qu'il y a des espoirs de reprise économique évidemment. On va rester dans le volet macro. La Chine et le Japon ont laissé leurs taux inchangés comme prévu cette nuit. C'est la politique monétaire japonaise qui intéresse évidemment le plus les financiers, après le choc provoqué sur le carry trade par la première hausse de taux japonais depuis des lustres en juillet. Les observateurs s'attendent à une poursuite du resserrement monétaire dans les mois à venir, mais ils n'ont toujours pas de date favorite entre les deux réunions qui restent d'ici la fin de l'année. Il y en a une en octobre et une en décembre. Côté Chine, la Banque centrale a désormais un petit peu plus de latitude pour agir sur ses taux après le mouvement de la Fed, mais rien n'a encore bougé. Parmi les rumeurs du jour, je cite quand même celle de Bloomberg qui croit savoir que Pékin va assouplir les règles relatives aux acheteurs non locaux pour supprimer un frein à la reprise du marché immobilier. La rumeur a profité aux actions des promoteurs, même si la situation du secteur reste préoccupante.
Du côté des grosses actus des sociétés, elles concernent d'abord Nike qui change de dirigeant après une passe difficile et dont le titre flambe d'ailleurs de près de 8% hors séance avec cette nouvelle. On a aussi Mercedes en Europe qui a réduit ses prévisions et c'est la dernière avanie en date pour l'automobile allemande après la profonde crise industrielle de Volkswagen et l'avertissement de BMW. Côté France, on a Esker qui va rejoindre la liste des belles valeurs moyennes technologiques historiques qui vont quitter la cote avec l'OPA amical de Bridgepoint. On va développer l'actu des sociétés un petit peu après. Côté Asie-Pacifique ce matin, eh bien la semaine s'achève plutôt en hausse, même si la Chine continentale perd 0,5%. Le Japon clôture une belle semaine à plus 1,6%. Hong Kong gagne 1,2%. Les progressions de l'Inde et de la Corée sont voisines de 1%. L'Australie est un petit peu moins fringante ce matin avec une clôture en très légère baisse. Côté indicateurs tendance européens, eh bien, on devrait baisser à l'ouverture, il faut digérer le gros rebond récent, c'est assez logique. Notez donc, comme je le disais en préambule, que nous sommes le 3e vendredi d'un mois de fin de trimestre, ça c'est synonyme de séance de compensation mensuelle et trimestrielle, c'est souvent une source de volatilité. On passe à la rubrique sur l'actu des sociétés. En France d'abord, Publicis acquiert l'agence Mars United pour environ 600 millions de dollars, c'est une agence américaine. L'incendie moteur sur un Airbus A350 de Cathay serait lié à des opérations de nettoyage et pas à une défaillance moteur. Technip FMC a remporté 2 beaux contrats auprès de Petrobras. Le groupe est aussi retenu avec KBR pour un projet majeur de GNL aux États-Unis. Mauvaise nouvelle pour Alten qui a revu en baisse ses prévisions. Le tribunal de commerce a renouvelé pour 2 mois la procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice d'Atos. Cette procédure avait été ouverte initialement le 23 juillet dernier. J'en ai parlé un peu avant, Bridgepoint va racheter Esker à 26 € par action avec l'appui des dirigeants actionnaires. Voltalia a mis en service un démonstrateur agrivoltaïque. Broadpeak reporte la publication de ses semestriels de 3 semaines. Osmoson déploie 6 installations d'eau douce à Vanuatu et Corbios et Sliver signent un partenariat de co-développement pour la mise sur le marché d'étiquettes biodégradables. On a aussi eCap qui finalise l'acquisition de NTW et Implanet Sensorion et Genero qui présentent leurs avancées lors de salons professionnels. Sur l'agenda des publis en France, on a eu les chiffres d'Aquel, de Savencia, de Genfit, de Wedia, de BioUV, d'Adosia, de Forcy Power, de Foncière 7 Investissement ou encore de Mat Pharma. Ailleurs en Europe, Mercedes a donc averti à son tour que ses résultats seront plus faibles que prévu à cause de la conjoncture économique. Dans le même registre, l'Allemagne étudierait les moyens de soutenir Volkswagen selon le ministre de l'économie du pays. Le régulateur européen a soutenu l'utilisation du Wegovy de Novo Nordisk pour les troubles cardiaques liés à l'obésité. Uniper et ConocoPhillips ont conclu un contrat de 10 ans pour la fourniture de gaz naturel. Close Brothers vend ses activités de gestion de patrimoine à Oaktree pour 265 millions de dollars et Vontobel a acquis les clients d'IAHG Private Bank qui met fin à ses activités. En Amérique du Nord, Nike grimpe de 7,6% hors séance après la démission de son PDG. C'est Elliott Hill, pur produit interne, qui va le remplacer. FedEx chute pour sa part de 11% post-clôture après ses trimestriels. G&G propose une enveloppe relevée à 8,2 milliards de dollars pour solder l'affaire du talc pour bébé. Amazon a dévoilé un logiciel d'IA pour ses vendeurs tiers, ce qui montre que l'automatisation gagne du terrain chez le géant américain. Alphabet a repassé le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation. Walt Disney a abandonné Slack, la solution de Salesforce, à la suite d'un piratage selon les infos du Wall Street Journal. Et Cruise, la filiale de General Motors, va commencer à tester des véhicules autonomes en Californie. En Asie-Pacifique et ailleurs, des actionnaires du groupe BHP ont retiré leur résolution à la suite de la publication du plan d'action sur le climat du groupe. Berkshire Hathaway conserve près d'un tiers des parts de Sirius XM après la scission de Liberty Media. Macquarie doit payer près de 80 millions de dollars pour éteindre des accusations de la SEC et Rigaku, qui fait partie du portefeuille de Carlyle, prévoit une introduction en bourse au Japon en octobre. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché, le dernier de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.